Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec à nouveau 4 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Gardien des cités perdues, le tome 3, Le Grand Brasier de Channel Messenger chez Lumen, que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie et Tania, comme pour le tome 2 et le tome 1, je l'ai lu sur avec Tania. Je crois que Sylvie l'avait déjà lu, mais j'ai un doute. Donc ici on retrouve Sophie, Keith, Fitz, Dex, Biana, etc. Alden, compagnie, on retrouve tout le monde. Et je dois dire que j'ai juste méga adoré ce tome. Je vais pas trop en dire parce que je ne ferai pas que je vous spoil. Mais en gros ici tout s'enchaîne, tout s'accélère, on a des révélations, on a beaucoup d'actions et de rebondissements. On a des passages qui à plus d'une reprise m'ont fait pleurer, hein, clairement. Ce tome est aussi beaucoup plus sombre que les précédents. Alors déjà dans le tome 2 les choses devenaient un petit peu plus sombres, mais alors là clairement l'auteur elle a mis le paquet quand même dessus, hein. Bon, il y a des choses qui se sont passées, je suis restée littéralement sur mes fesses. Donc voilà, mais c'est toujours un énorme plaisir que de retrouver les personnages, que de les suivre à travers leurs histoires, leur scolarité entre guillemets dans l'école. De découvrir aussi des liens qu'il peut y avoir entre eux, d'en découvrir plus sur la nature de Sophie et le but aussi bien du signe noir que du conseil, que des je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, de toute façon je ne vais pas vous le dire puisque on l'apprend dans le tome, en gros on va dire les rebelles entre guillemets. On avance clairement quand même dans l'intrigue et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Maintenant voilà, c'est un tome qui a été très addictif, il est plus gros que les précédents. Je suis en train de dire que j'ai le tome 4. Ouais, le tome 4 c'est... Ouais, ils sont toujours de plus en plus gros quoi. Donc là on en était à, pour ce tome-ci, 598 pages et ça a été 598 pages de bonheur. Donc là, à peine on l'avait fini, on avait hâte avec les filles des 30 avril pour lire le tome 4. Donc c'est pour vous dire à quel point on aime cette série. On a toutes les trois le même engouement, la même envie de continuer, de découvrir qu'est-ce qui se trame encore derrière toutes ces interrogations, tous ces mystères. Comment les choses vont se goupiller. Est-ce que tout le monde s'en sortira indemne? Même si je commence à avoir de plus en plus de doutes. En plus, la fin, elle est juste... Bon, Lilian m'avait prévenu hein, qu'à partir de la fin du 3, voilà. Mais la fin est juste horrible en plus. C'est... on nous balance quelque chose, on sait que ça va tout bouleverser. Et ça se termine. Donc voilà, bon, il y a pire comme fin horrible, mais elle est déjà pas mal, quoi. Donc on a vraiment hâte de replonger dans le tome 4 et donc de découvrir qu'est-ce que... cette scène finale va engendrer pour la suite parce que ça promet encore d'envoyer du lourd derrière. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre puisque dès que j'ai une idée de ce à quoi je pourrais m'attendre, l'auteur elle nous balaye tout ça d'un revers de la main et bah non, démerdez-vous. C'est pas ça. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle nous réserve dans la suite. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai très peur. Comme d'habitude, la plume, elle est hyper fluide, c'est entraînant. Et alors oui, il y a des passages un petit peu plus lents. Maintenant, je n'ai pas ressenti pour autant de longueur dans ce tome, qui pourtant est une sacrée bricasse. Donc voilà, moi j'ai hésité pendant longtemps à la sortir, parce que déjà je voulais finir la de Skyfall de la même auteure chez Lumen aussi. Et parce que peut-être on en a tellement entendu parler que j'avais peur de pas du tout aimer en fait. Et voilà. Quelque part je regrette pas non plus d'avoir attendu aussi longtemps parce que limite maintenant on entend un petit peu moins parler des tomes, sauf à chaque fois qu'un nouveau tome sort en fin d'année. Mais donc du coup au moment où on l'a commencé, on en entendait moins parler. Et au moins l'avantage c'est que maintenant si les fins sont horribles, et bien jusqu'au tome 6 on les a, enfin moi je les ai sous la main, sachant qu'il y a encore le tome 7 qui est sorti en fin d'année dernière que je n'ai pas. Donc on n'a pas un an d'attente à chaque fois sur des fins qui vont pouvoir être horribles. Parce qu'on m'a prévenu que c'était de pire en pire. Donc voilà. Donc au moins on sait que un mois maximum après on enchaîne le tome suivant. Et donc je n'aurai pas cette frustration de devoir attendre quasiment un an ou un an pour pouvoir me plonger dans la suite. Et ça c'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc ça me permet d'éviter de trop perdre de ce que j'en pense. Mais en tout cas... j'adore vraiment cette série et je peux que vous la recommander. Ensuite, je vais vous parler d'un court roman jeunesse d'une auteure
que j'adore, et vous le savez. Il me tardait de découvrir ce livre, qui est pourtant court, qui oui, certes, fait 8,50 € pour... Je vais vous dire ça. Pour 126 pages, maintenant c'est un livre qui prend toute sa place dans la société actuelle. Et j'avais très envie de voir comment l'auteur, l'autrice allait l'amener. Et donc il s'agit de La Nouvelle de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse avec la couverture de Jérémy Fleury. Une couverture tout en couleur, mais en même temps assez sobre, mine de rien. Donc ici on y suit Aya, une jeune migrante qui vient donc de Syrie avec sa petite sœur qui est un bébé et ses parents. Son père est médecin, donc son père parle couramment le français, tout comme Aya, même, enfin, Aya a un peu plus de difficultés mais elle s'en sort très bien. Sa petite sœur étant un bébé, forcément elle ne parle pas encore spécialement et il n'y a que sa mère au final qui ne parle pas et ne comprend pas le français. Elle va aller à l'école et elle va pas forcément être bien accueillie par certains élèves, loin de là, excepté Gabriel qui va être son voisin de table et avec qui elle va rapidement sympathiser parce que Gabriel a fait le premier pas de venir vers elle, de lui parler comme si c'était n'importe quel autre élève, puis qu'elle vienne de Syrie ou de Tombouctou ou de la rue d'en face. Il s'en fout, c'est pas ça qui compte pour lui, contrairement à la majorité des élèves. Et j'ai aimé voir comment l'autrice a amené le fait de s'intégrer dans un pays où on ne maîtrise pas parfaitement la langue, où les choses sont très différentes de ce qu'elle a pu connaître jusque-là, puisqu'elle est quand même adolescente, donc c'est pas comme si elle était toute petite, comme sa petite sœur par exemple, qui aura plus de facilité peut-être à s'intégrer et même qui n'aura pas spécialement beaucoup de souvenirs de sa vie passée, contrairement à Aya qui elle se souvient d'énormément de choses. Elle se souvient de la guerre, elle se souvient des bombardements qui la réveillent toutes les nuits, quoi. Elle hurle toutes les nuits en se réveillant et le temps qu'elle comprenne que non, ça y est, elle est en sécurité, il ne lui arrivera plus rien de tout ça, mais il lui faut un certain temps d'adaptation, mais les nuits elle dort très mal parce qu'elle se souvient justement de beaucoup trop de choses et ça la perturbe. Mais j'aimais comment Cassandra O'Donnell nous fait part de cette intégration, des différences de culture auxquelles il faut s'acclimater, au fait de savoir qui on est malgré qu'on a fui un pays pour atterrir dans un autre, le fait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, le fait que voilà les autres enfants ou certains adultes ne comprennent pas, ne veulent pas d'eux ici, mais elle saisit la chance qu'elle a et la chance qu'eux ont de ne pas connaître ce qu'elle a vécu. Elle relativise beaucoup sur la méchanceté, les moqueries et tout ça qu'on peut lui dire parce qu'elle a connu autre chose, elle a connu ce qui était vraiment grave, ce qui était vraiment important et à ses yeux tout ça, ça ne l'est pas, même si Gabriel ne sera pas forcément de cet avis. Mais j'ai trouvé que c'était hyper bien traité, vraiment pour la jeunesse, donc il est court, les chapitres sont courts, le récit est quand même dynamique, malgré qu'il n'y a pas non plus 150 actions ou rebondissements, mais on a envie de suivre Aya, on a envie de découvrir comment elle s'acclimate à sa nouvelle vie. On rencontre aussi la famille de Gabriel au final, on entend ce que les camarades de classe et les voisins peuvent penser. Enfin, on a vraiment tout un mélange de choses qui est fait de façon brillante en aussi peu de pages en fait. Et on a vraiment un récit qui peut permettre de faire réfléchir, qui peut permettre de faire s'interroger les enfants ou les adolescents et même les adultes sur leur façon d'être, leur façon de se comporter, leur façon de voir les choses. Et pour moi c'est vraiment un livre essentiel et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, ça peut paraître un petit peu cher, 8,50 € pour 127 pages, quelque chose comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est un texte essentiel et merci Cassandra O'Donnell d'avoir écrit ce livre et merci à Flammarion Jeunesse de l'avoir publié. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui je suis en partenariat avec Flammarion Jeunesse, mais je ne l'ai pas reçu en partenariat, celui-ci j'ai été l'acheter. Donc c'est pour ça que je vous disais que je comprends que 8,50 € peuvent vous paraître un petit peu cher pour le nombre de pages. Et je dis ça en toute franchise et non pas parce que moi je l'ai eu gratuitement. C'est pas le cas. Moi j'ai. Et en plus je vous dis pas la galère que ça a été pour le trouver en magasin par ici. Donc voilà, mais je le voulais, peu importe son prix. Honnêtement il aurait coûté 14 €, je l'aurais pris quand même. Donc voilà. Ensuite, un autre livre que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps,
En occasion, j'avais peur vraiment d'avoir un livre totalement abîmé. C'est une histoire que je pressentais bien qu'elle allait être touchante, poignante et que je voudrais garder le livre et que je voudrais un exemplaire nickel chrome. Et en fait, l'éditeur l'a ressorti pour fêter leur anniversaire dans une édition collector. Donc je ne me suis pas fait prier et je l'ai acheté quand j'ai acheté la nouvelle. Il s'agit de l'histoire d'Hélène Keller, de Lorena A. Hickok chez PKJ. Donc voici la collection collector des 20 ans. 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. C'est un livre à partir de 10 ans. Je trouve la couverture simple et en même temps tellement jolie. Donc il y a des rabats. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé au début de ce livre, c'est ceci. Donc on va nous parler de l'alphabet manuel et l'alphabet en braille dans ce roman. Et donc on vous met les lettres de l'alphabet et comment on les représente, que ce soit en alphabet manuel ou en braille. Et ça, j'ai trouvé que c'était un gros plus et j'ai trouvé ça super bien de le mettre dedans. Donc ici, en fait, on va suivre tout simplement l'histoire d'Hélène Keller. C'est une petite fille, puis ensuite une adulte qui a réellement existé. Donc c'est une histoire vraie. Ça a été relaté par quelqu'un d'autre qu'elle, mais c'est son histoire qu'on va suivre ici. Donc l'histoire d'une petite fille qui non seulement est aveugle, mais qui en plus est sourde et muette. Donc comment vous dire qu'elle démarre dans la vie avec un sacré handicap. Un handicap qui pourrait tout simplement lui coûter sa vie, son bonheur. Et aussi de la rencontre qu'elle a faite d'une certaine personne qui l'aura encouragée, qui aura bouleversé toute son existence, qui lui aura appris que malgré son handicap d'une grosse ampleur, on peut avoir une belle vie, on peut être heureuse et on peut profiter de ce que la vie a à nous offrir. Ce qui est loin d'être gagné vu justement le fait d'être aveugle, sourde et muette. Déjà certaines personnes, quand ils en ont qu'un, ça doit pas être simple au quotidien, mais quand vous cumulez les trois, ça doit juste être horrible et je ne comprends pas où elle a réussi à trouver la force de puiser en elle toutes ses ressources et d'avoir la vie qu'elle a eue. Donc Hélène, on la découvre surtout aux alentours de l'âge de 6 ans, au moment où justement elle va faire la rencontre de Anne Sullivan, la personne qui va l'accompagner très longtemps dans sa vie. Que ce soit sa vie d'enfant, sa vie d'adolescente, sa vie d'adulte. Elle va l'accompagner et lui apprendre des choses, lui ouvrir les perspectives d'avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le fait de pouvoir s'exprimer et échanger avec des autres personnes qui pour elle, elle était seule, elle était enfermée dans son monde. Elle reconnaissait les gens par rapport à leur odeur en fait. Parce que c'est tout ce qui lui permettait de caractériser les choses. Et c'était une petite fille en colère, une petite fille très seule. Et l'arrivée d'Anne Sullivan va tout bouleverser, même si au début, rien ne va être simple, hein, que ce soit pour Anne, pour les parents ou pour Hélène. Et ce livre, c'est juste une extrême belle histoire. Elle est touchante, elle est émouvante. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai été surprise de la force de caractère de cette petite Hélène qui a 6 ans. Va décider de ne pas se laisser abattre et qui tout au long de sa vie va toujours vouloir plus, va vouloir être capable de plus, que ce soit de donner, d'apprendre, de recevoir plus. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le jour où je suis rentrée de la librairie, enfin de la FNAC, j'avais acheté la nouvelle que j'avais lue. J'avais fait une pause au milieu parce que je voulais pas le finir trop vite. Et je me suis dit le soir que j'allais attaquer quelques chapitres de l'histoire d'Hélène Keller. Et en fait, j'ai été incapable de le lâcher. Je me suis couchée, il doit être 2h30, 3h du matin, mais parce qu'entre temps, on avait regardé aussi la télé, hein, donc forcément. Et je pouvais pas aller me coucher sans avoir la conclusion de ce qu'a été la vie de Hélène Keller. Et voilà. Et quand on voit de quoi Hélène a été capable, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on apprenne à relativiser et aussi à saisir la chance qu'on a, plutôt que d'être constamment en train de se plaindre, en train de râler de ce qu'on ne peut pas acquérir, de ce qu'on ne peut pas obtenir, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. On est extrêmement chanceux par rapport à d'autres et on a un peu trop tendance à l'oublier régulièrement. Et je ne fais pas l'exception, hein, clairement. Moi aussi des fois je râle parce que je peux pas m'acheter tel ou tel livre tel mois, ou que je peux pas aller à tel et tel endroit, ou faire ceci ou faire cela. Mais quand on lit ce type de récit, on apprend à relativiser et à se dire qu'au final, on est extrêmement chanceux, même si on n'a pas tout ce qu'on veut. Et qu'après tout, ce ne sont que des choses matérielles et qu'il y a des choses bien plus importantes
dans la vie et dont les gens sont privés et pourtant ils arrivent à être heureux. Donc voilà, une belle... comment dire, une belle et douce leçon de morale et aussi une histoire qui remet les choses en perspective et ça fait du bien. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ce point lecture, il s'agit du début d'une série qu'on a commencé avec Sylvie, donc au mois de mars. On a beaucoup aimé dans l'ensemble, donc on va se lire maintenant un tome par mois. On a dit, on s'est lancé un challenge. Alors déjà avec Brennan, on s'est lancé le challenge plus ou moins de finir des séries dans l'année. Et avec Sylvie, on a décidé de sortir non seulement, surtout, vous allez voir au long de l'année, ça va être surtout des antiquités de Nopal qui vont dégager de là. Et soit on n'aime pas et dans ce cas-là, bah, moi je me séparerai si j'ai du tome, voire des autres tomes si je les possède et on arrête là. Soit on aime et dans ce cas-là on essaye quand c'est des séries de se caler un tome par mois de façon à commencer et finir des séries également dans l'année. Et donc on a Né à minuit, le tome 1, Attirance, c'est ça, de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Donc moi j'ai le 5 tomes, il y en a un 6e qui est sorti fin d'année, début d'année dernière. Donc ici, on va aller suivre Kylie, une jeune fille qui vit avec ses parents. Ses parents sont sur le... Ils lui annoncent qu'ils vont se séparer, qu'ils vont divorcer. Son père part et le laisse avec sa mère. Elle est également suivie par un psychologue. Elle voit quelqu'un, mais personne ne le voit. Donc tout le monde suppose qu'elle voit des fantômes ou des hallucinations, comme vous préférez, hein, le terme que vous voulez. D'un militaire en treillis, etc. D'ailleurs, elle le surnomme treillis à cause de ça. Et ses parents décident de l'envoyer dans un camp pour les vacances. Un camp pour, en gros, jeunes délinquants, parce qu'en plus, lors d'une soirée où elle était invitée, où elle s'est rendue, la police a débarqué, puisqu'il y avait du trafic de drogue à la soirée. Donc même si elle n'était pas au courant et n'y a pas touché et n'a pas participé au trafic, ben, elle s'est fait arrêter ce jour-là en même temps que tout le monde. Parce qu'ils ont emmené tout le monde au commissariat et les parents venaient la chercher. Et donc ses parents décident de l'envoyer dans ce camp de vacances, cette colonie en gros de jeunes délinquants pour la redresser, etc. Sauf qu'on est loin d'un centre de jeunes délinquants et elle va découvrir un monde fantastique avec plein de types de créatures différentes. On a les métamorphes, on a les faillés, on a des loups-garous, des vampires, des sorcières... Il y a des fantômes et tout un tas d'autres créatures fantastiques réunies au même endroit. Et c'est absolument pas un camp pour délinquants, mais un camp pour apprendre à découvrir qui on est, à cohabiter avec les autres, à resserrer les liens, à éviter qu'il y ait des guerres entre les différents clans. Et voilà, au début, elle se dit qu'elle est dans un camp de fêlés, en fait, clairement, que les gens ils ont dû se cogner un peu trop fort la tête, qui sont fous. Et elle veut à tout prix partir de là, etc. Mais il va se passer tout un tas de choses qui, malgré qu'elle le nie fortement, hein, elle le nie de toute son âme et de tout son corps, hein, mais elle va bien être obligée d'accepter des choses et d'accepter la réalité de ces choses. Parce qu'elle ne croit pas en tout ça, mais lorsqu'elle va voir un garçon se transformer littéralement en animal devant elle, ça va être compliqué de continuer à nier indéfiniment. Elle va également retomber sur Lucas, un jeune garçon qui était son voisin il y a quelques années. Elle est séparée aussi de son petit ami et un garçon de la colonie lui fait beaucoup penser à lui. Enfin, je sais même pas comment vous résumer cette histoire. C'est vraiment un monde fantastique qui lui ouvre ses portes et elle va devoir s'acclimater, elle va devoir... accepter de croire en certaines choses qu'elle pensait juste impossibles et dignes d'une série télé ou d'un roman, mais absolument pas de sa vie quotidienne. Tout va être bouleversé, les choses vont pas être simples pour elle, ni pour les autres d'ailleurs. Après, la seule chose moi qui m'a un peu déplu dans ce tome, c'est qu'on n'est plus dans un triangle, mais un quatuor amoureux. Comment dire que j'aime déjà pas les triangles, mais en plus il y a 3 mecs dans l'histoire pour une fille. Bon, ça aurait pu être des mecs pour des mecs, des filles pour des filles, des filles pour des garçons. Mais là, en l'occurrence, c'est 3 mecs autour de Kylie. Donc, j'ai eu plus de mal avec ça. Maintenant, j'ai vraiment adoré ma lecture. J'avais envie à chaque fois d'en savoir plus quand on s'arrêtait avec Sylvie pour faire le point. On était pressés d'y retourner et de découvrir qu'est-ce qui allait se passer pour Kylie, comment les choses allaient évoluer pour les différents personnages.
On était vraiment très curieuse de découvrir la suite et voilà, ça a été une très très bonne lecture, excepté, bon, comme je vous disais, c'est cette espèce de quatuor amoureux. J'espère juste qu'on va pas se le traîner pendant les 5 tomes restants, parce que sinon ça risque de vite m'agacer. Mais sinon, en dehors de ça, l'univers est très sympa. J'aime l'intrigue principale et j'ai hâte de lire le tome 2 pour en apprendre encore davantage. Bon, voilà, après c'est pas une sortie récente, hein, clairement, parce que le premier tome de Né à minuit est sorti en septembre 2011, donc il a 7 ans et demi passé. Mais on s'était dit qu'on allait le sortir et je pense que c'était au final le bon moment, parce que jusque là ils étaient là, ça m'avait pas plus... Enfin, j'ai jamais eu l'envie de me jeter dessus. Mais en fait là on l'a sorti et on a passé un super bon moment avec Sylvie, donc j'aime bien aussi des fois prendre des livres soit qu'on voit pas souvent, ou voire qu'on voit pas du tout, pour découvrir et voir s'il se cache pas des petites pépites, soit de reprendre des séries qu'on fait beaucoup parler d'elles à leur sortie, mais de les lire des années plus tard, quand justement ça retombe un peu dans l'oubli, que tout ce qu'on a pu entendre nous est sorti de la tête. Et du coup j'ai replongé dedans sans relire le résumé, sans rien, et j'ai été agréablement surprise, donc voilà. Je suppose que vous l'avez probablement vous déjà lu, mais bon. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les titres que je vous ai présentés, vous les avez lus, et si oui, ce que vous en avez pensé, que ce soit négatif, positif, que vous ayez abandonné, mis en pause, ou si ces titres, je vous ai donné envie de les lire. Quelles sont vos dernières excellentes lectures, déceptions, lectures moyennes? N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une très belle lecture, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.